pas ici pour faire de grands discours, mais pour aider et transmettre la guérison. Ne pensez pas à vos souffrances. Observez votre corps et posez-vous la question, que se passe-t-il dans mon corps? Ressentez-vous que quelque chose traverse votre corps que vous n'aviez jamais ressenti? Je vous dis que vous tous n'êtes que des enfants de Dieu. L'unique médecin, le médecin de tous est et reste notre Seigneur. Lui seul peut aider. Mais il n'est que l'homme qui a trouvé le chemin vers lui, ou celui qui est prêt à prendre ce chemin, à accueillir la foi en lui et à vivre avec elle. Vous n'avez pas besoin de croire au petit Gröning, mais il faut que vous m'accordiez toute votre confiance et remercier le Seigneur pour sa grande action, pour sa toute-puissance, pour sa magnificence. Ce n'est pas moi qui veux les remerciements. Ainsi, je souhaite à vous tous qui êtes ici présents la meilleure santé. Rejetez la maladie et accueillez la santé en vous. Ceci se produit au nom de Dieu. Le meilleur, le plus grand cadeau en cette vie terrestre n'est pas la richesse, ni l'argent, mais bien la santé. Je vous appelle à l'ordre. Je veux que vous meniez une vie saine, une vie bonne, telle que Dieu l'a déterminée, et que vous ne vous préoccupiez plus du malin, du mal, que vous ne vous en accommodiez pas, non, que vous le chassiez. C'est seulement si vous faites tout cela que Dieu commencera à agir en vous. L'ordre, c'est Dieu. L'ordre, c'est la santé. Meine Damen und Herren, Sie werden sich vielleicht erinnern, dass Bruno Gröning 1952 schon einmal unter der Anklage stand, gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben. Damals, Herr Gröning, sind Sie mangels sicheren Schuldnachweises freigesprochen worden, da das Gericht zur Ansicht kam, dass Sie sich in einem schuldausschließenden Irrtum befunden haben könnten. Es ist aber jetzt zu erwarten, dass nunmehr das Gericht gerade gegenteilig davon ausgeht, dass Sie zumindest seit diesem Prozess gewusst haben, dass eine Fortsetzung Ihrer Tätigkeit gegen das Heilpraktikergesetz verstößt. Sind Sie der Ansicht, dass Sie Ihre Tätigkeit nicht oder dass Sie sie in veränderter Form fortgesetzt haben? Ich habe meine Tätigkeit nicht in veränderter Form fortgesetzt. Im Gegenteil, ich habe heute nur die Ordnung so zustande gebracht, wie ich es von jeher gewollt habe. Denn zu der damaligen Zeit war ich von Menschen umgeben, die alles gewollt, nur nicht das, dass Menschen geholfen wird. Sie selbst haben ihre Hilfe hierin gesehen, indem sie sich, kurz gesagt, nur gut die Taschen zu füllen gewusst haben. Meine Tätigkeit heute ist die gleiche nach wie vor, denn ich kann heute so viel Beweise dazu bringen, die mir den Aufschluss dahingehend geben, dass tatsächlich Menschen, die das Heil gesucht, in dem gefunden, wo sie nur die wirklich wahren Worte gehört, dass sie doch jetzt zur Selbstbesinnung kommen sollten, indem sie wissen müssten, was ihren Körper gut tut. Herr Gröning, damit wir nicht unversehens in die Traktätchensprache verfallen, Sie haben mir noch nicht präzise beantwortet, ob Sie sich dessen bewusst sind, welche Gefahren selbst die Einflussnahme auf organisch Erkrankte mit sich bringt. Ja, es bliebe dem gleich. Ich gebe dem Menschen das gute Anraten. Ob er das befolgt, bleibt ihm selbst belassen. Genau das Gleiche könnte ja von Seiten eines Arztes eintreten, obwohl der Arzt immer wieder seinen Patienten das Gute mit auf den Weg gibt. Hatten Sie diese Überzeugung schon zu Zeiten Herford und Traberhof oder ist sie neu gewachsen? Nein, die ist nicht neu gewachsen, die habe ich schon seinerzeit gehabt, nur mit dem einen Unterschied, dass ich sie damals nicht so zur Anwendung bringen konnte, als wie es notwendig war. Ursache allein ist hier meine damalige Umgebung, die mich niemals hat zu dem hier kommen lassen. Und Sie sahen keine Möglichkeit, sich von dieser Umgebung zu befreien? Nein, es ist unmöglich gewesen. Ich bin selbst hier Männer von Seiten der Regierung angegangen, die ich herzlich darum gebeten hatte, mich von dieser Umgebung überhaupt hier freizumachen. Niemand war es das möglich. hätte wohl auch auf Ihrer Seite liegen müssen. Ich glaube kaum, dass für die Regierung damals irgendeine Form bestanden hätte, sie zu befreien. Doch ich habe damals darauf hingewiesen, dass die Umgebung als solche doch nur darauf hinarbeitet, um für sich das herauszuschädeln, was sie
als Ziel sich überhaupt hier gesetzt hatten. Und ich habe auch auf gewisse Gefahren hingewiesen, dass dieses Leben und Treiben, das heißt von meiner Umgebung, nicht hier von Dauer sein wird. Worum ich dann auch weiterhin gebeten hatte, dass man mir einen der besten Kriminalisten zur Verfügung stellen sollte, der da dann der Regierung also am Laufenden hält und ihnen das berichtete, was ich überhaupt hier tue und lasse. Und dass ich mich hier keineswegs, was ich auch heute tue, in freier Liebestätigkeit und den Menschen auf den rechten Weg führe. Soweit ich informiert bin, haben Sie Ihre Konsultation, wie man sagen will, als Vorträge deklariert? Deklariert, ja. Ich muss auch an für sich seit jeher mit meinen Ausdrücken sehr vorsichtig sein, denn ich weiß, dass man mir diese üblen Vorwürfe macht. Ich hätte dieses, das und jenes gesagt. Das alles stimmt nicht. Heute ist es soweit, dahingehend gediehen, dass ich wirklich, wie ich zuvor schon sagte, die Beweise erbringen kann, dass wie wenn Menschen von einem langjährigen Leiden behaftet waren, sagen wir an die 50 Jahre, dass sie schweres Asthma hatten und dass sie alle möglichen Versuche angestellt, von diesem Übel überhaupt frei werden zu können, war nicht möglich. Wie mir die Bestätigungen hier gegeben werden, dass Menschen tatsächlich von dem Übel nur durch einen Besuch oder durch zwei des Anhören meiner Vorträge tatsächlich ihre volle Gesundheit zurückerlangt haben. Ja, man wird Ihnen ja wahrscheinlich als Widerspruch auslegen, dass Sie bei diesen Vorträgen, wenn ich mich recht erinnere, Staniolkugeln verteilt haben. Ja, diese Staniolkugeln habe ich seit der Herfordzeit verteilt, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil Menschen, von denen ich immer wieder angegangen wurde, heute noch werde, und ich glaube, dass es auch weiterhin hier der Fall sein wird, dass jeder von mir doch ein Andenken haben will. Ich darf also Ihrer Antwort entnehmen, dass das Material Staniol ist rein zufälliger Natur. Sie sind nicht der Ansicht, von Ihnen aus gesehen, dass diese Kugeln notwendig wären. Sie vergeben sie aber, weil die Heilungssuchenden oder Vortragsbesucher, wie man sagen will, dies von Ihnen wünschen. Eben, das liegt ganz auf der Seite des Einzelnen, wie er das auffasst. Nun, Herr Gröning, lassen Sie uns besser zu dem ungleich schwerwiegenderen Anklagepunkt der fahrlässigen Tötung kommen. Fräulein Ruth Kufus kam im November 1949 mit doppelseitiger Lungentuberkulose zu Ihnen. Wussten Sie, dass es sich um doppelseitige Lungentuberkulose handelt? Nein. Haben Sie auch nicht danach gefragt? Nein, ich frage nie danach. Sie fragen grundsätzlich nicht nach der Krankheit? Überhaupt nicht nach Krankheit. Entsteht nicht gerade dadurch die Gefahr, dass sich Ihnen Kranke anvertrauen, die organisch erkrankt sind und deren Leiden sich verschlimmern kann? Nein, im Gegenteil. Ich rate jeden Vortragsteilnehmer dazu an, dass es mit dem allen nichts zu tun hat und er seinem Arzt auch weiterhin sich immer wieder zur Verfügung zu stellen hat. Das ist auch im Fall der Ruth Kufus, Herrn Kufus und Fräulein Kufus gegenüber geschehen? Jawohl, im Gegenteil, Fräulein Kufus wie auch der Vater Kufus, beide sagten sie, dass sie gar nicht daran dächten, sich noch weiterhin den Ärzten als Versuchskaninchen hinzugeben. Worauf ich ihren große Bedenken bekam und nur eine meine Pflicht gesehen, indem ich doch der Ruth Kufus angeraten, das heißt zugesprochen auch über den Vater, dass er seiner Tochter einer ärztlichen genauen Nachuntersuchung übergeben möchte, und zwar, dass sie sich röntgen lassen soll oder durchleuchten oder gleich, was hierzu zutreffend ist. Das heißt, ich wollte damit das bewegen, dass Vater und Tochter sich wieder den Ärzten übergibt und dass sie da selbst auch die ärztliche Betreuung in Empfang zu nehmen hat. Nun folgte daraufhin doch eine Reihe von Briefen, aus denen in erster Linie hervorgeht, wie dringend Sie Ihren nächsten Besuch wünschten, in zweiter Linie allerdings auch, dass Sie noch immer keinen anderen Arzt aufgesucht hätten, dass auch die Gesundheitsbehörde bzw. deren Vorladung nicht vorgeleistet wurde. Haben Sie diese Briefe, die beginnen mit dem etwa 4. Januar 1950 und enden mit dem 6. Mai 1950 bekommen? Nein, diese Briefe habe ich niemals von Herrn Mecklenburg vorgelegt erhalten. Er hat mir nur ganz kurze Mitteilungen von Zeit zu Zeit gemacht, dass der Vater Kufus überhaupt keine Ruhe lässt und er darauf drängt, dass ich mal zu ihm hier kommen sollte.
Hieraufhin sagte ich Herrn Mecklenburg, dass das weniger notwendig sei, denn ich habe ja bereits das getan, was ich hierin zu tun hatte, indem ich die Tochter wieder den Ärzten übergeben, aufgrund meines Anratens, dass sie sich einer ärztlichen Kontrolle voll und ganz zu unterziehen hat. Kontrolle wie auch die Betreuung als solche. Ja, soweit ich informiert bin, Herr Gröning, soll es so gewesen sein, dass Herr Mecklenburg Sie am 14. Mai dann geradezu gegen Ihren Willen nach Säckingen gefahren habe. Da konnte er doch nun nicht umhin, wenn er Ihnen bis dahin den Briefwechsel verheimlichte, Ihnen zu sagen, dass er so dringlich geworden sei, dass er keinen anderen Ausweg wüsste, als dass Sie dorthin fahren. Oder hat er es Ihnen auch da nicht bekannt gegeben? Nein, hat er mir auch nicht hier bekannt gegeben. Er sagte nur, dass es auf Drängen des Vaters sei, obwohl ich ihm wiederholt darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich mit dem Fall soweit nichts zu tun habe. Ich bin nur heilfroh, dass tatsächlich Vater und Tochter sich den Ärzten wieder übergeben haben und dass hier die Tochter ja von den Ärzten, also das heißt von ärztlicher Seite, die Betreuung haben wird. Und Mecklenburg sagte, dass es nicht der Fall sei und so weiter, wo ich das als sehr komisch empfunden habe und Mecklenburg die übelsten Vorwürfe gemacht, wie er dazu käme, diesen Menschen Versprechungen zu machen, dass ich sie heilen kann, wenn ich nur will. Was hat Sie denn überhaupt, Herr Gröning, davon abgehalten, zu einer systematischen Zusammenarbeit mit Ärzten zu kommen, die Sie ja davor geschützt hätten, dass Sie, wie in diesem Fall, irrtümlich mit einer organisch Erkrankten befasst werden? Ich habe niemals was gegen die Ärzte gehabt, im Gegenteil, ich habe mich ja sogar im Jahre 1949 den Ärzten zur Verfügung gestellt, in dem Glauben, wie man mir auch die feste Zusage machte, dass dadurch der Weg für mich zu den Kranken frei werden wird und alleine die Ärzte als solche den ganzen Schutz mit übernehmen. Natürlich ist es zudem deshalb nicht gekommen, weil meine damalige Umgebung ganz andere Ziele verfolgten, das heißt ihre eigenen Ziele überhaupt verfolgt hatten. Eine letzte Frage, Herr Gröning. Haben Sie die Absicht, abhängig oder unabhängig vom Prozessausgang, Ihre Tätigkeit in irgendeiner Form fortzusetzen? Ja, ich werde sie weiter fortsetzen, weil ich weiß, dass ich mich keineswegs weder gegen das Grundgesetz noch gegen das Heilpraktikergesetz hier vergangen habe. Denn ich beschränke mich grundsätzlich auf meine Glaubensvorträge und habe auch die Erfahrung gesammelt, dass Menschen das Heil am eigenen Körper erfahren haben. La guerre nous avait marqués, elle nous avait brisés, c'était ça, psychiquement détruits. Pendant la guerre, nous n'étions pas des gens normaux, nous étions comme des hyènes. Une personne normale ne peut pas tirer sur quelqu'un. Mais là, nous devions, c'était lui ou moi, ça n'était plus normal. Notre vie tenait à un fil, alors on recherche quelque chose. C'est exactement la même chose quand on est au front. On cherche quelque chose à quoi se raccrocher. La fin peut arriver à tout moment. C'est terrible de vivre ça. Et ce n'est pas étonnant que nous soyons tombés malades et que nous ayons sombré psychiquement. J'étais tellement malade que j'avais déjà un pied dans la tombe. J'avais besoin de secours. Je ne pouvais plus rien manger, ni rien faire. Et comme je l'ai appris plus tard, c'est mon médecin de famille qui l'a dit, j'avais un cancer de l'estomac. Et puis nous y sommes allés. Je ne sais plus exactement comment cela s'est passé. Je crois que nous étions plusieurs. Alors nous y sommes allés et ce fut une délivrance. Une délivrance pour nous et pour tous ceux qui y étaient. La salle était pleine, ce fut une délivrance pour tout le monde. Et oui, c'était comme une renaissance tellement on se sentait léger. La lourdeur avait quitté notre corps et à ce moment-là, et également au moment où nous sommes partis, nous n'étions plus malades. Nous ne sentions plus rien de la maladie. Elle avait disparu. Wir haben nichts mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Und gleich. Et tout de suite en rentrant, je pouvais à nouveau manger et ça n'est plus revenu. So einfach. Aber das sind. Aussi simple que ça, c'était la transmission des forces de Gröning qu'il faisait rayonner. Le corps était rechargé et connaissait à nouveau une circulation libre.
un courant libre pour le nommer ainsi, et alors tout pouvait refonctionner normalement. Normal ging. Ja, und wer das nicht glauben will, der muss es sein lassen. Et celui qui ne veut pas le croire, il n'a qu'à laisser tomber. Mais ma foi, moi, personne ne peut me l'apprendre. C'est mon point de vue. Je l'ai acquis autrefois, je l'ai encore aujourd'hui, et je vis bien avec. Je me fais vieux. Je suis vieux, ou bien je deviens vieux. Comment m'exprimer? Et le plus merveilleux, c'est que je me réjouis de la vie, d'être encore là, Dass ich noch da bin et encore en bonne santé. und dass ich noch gesund bin. Si vous ressentez parfois des douleurs ici et là, ne craignez rien, car ce sont des douleurs de régulation. Là où régnait le désordre, la santé doit se frayer ce chemin et y œuvrer le temps nécessaire, jusqu'à ce que l'organe malade soit à nouveau rétabli. Il y avait une coupe posée à l'envers, quelque part, sur la table, je crois. Il l'a prise, l'a retournée en plaçant l'ouverture vers le haut et il a dit « C'est comme ça que vous devez vous mettre en réception, pas dans l'autre sens. Ce n'est qu'en s'ouvrant qu'on peut laisser entrer quelque chose, qu'on peut recevoir. Sinon, ce n'est pas possible. » C'est l'expérience que j'ai donc vécue chez Madame Dichtel. Il ne demande pas quelles sont les maladies, mais il guérit en disant « Je vous envoie quelque chose ». À une dame, il a dit « Vous êtes assise sur votre maladie, je ne peux pas vous aider ». Nous avions compris ce qu'il voulait dire par là. Vous vous êtes résigné à tout, et depuis trop d'années, et votre corps, votre âme se sont accommodés de ce sort. Et là, il ne put plus rien changer. Da war nicht mehr anzusetzen für ihn. Und dann hat erklärt. Ensuite, il a expliqué. Il a pris une boîte d'allumettes qu'il a tendue à quelqu'un. Cette personne ne l'a pas saisie et la boîte est tombée. Il a dit alors, il en va de même pour la guérison. Si quelqu'un ne l'accepte pas, il ne la recevra pas. C'est tout simple. Ganz einfach. Ich habe ihn nicht gefragt. Man konnte ihn sehr schlecht. Je n'ai pas pu le questionner. C'était très difficile. Il n'aimait pas du tout qu'on lui pose des questions. Ici, il a dit une seule fois une petite phrase. Maintenant, il faut que je me concentre afin de me souvenir exactement, car tout cela est si loin. Il a dit, pendant un tout petit moment, vous n'avez pas opposé de résistance. Nicht gewehrt. Und da ging's. Et là, ça a marché. Il m'a souri, il lui arrivait de sourire d'un air espiègle. Il m'a souri comme ça. Là, ça a marché. Cela, je l'entends encore aujourd'hui. Là, ça a marché. On attribue également à Bruno Gröning des facultés de clairvoyance. Lui-même explique assez souvent qu'il voit davantage que la plupart des êtres humains. Alors il a dit à mon mari qu'il n'avait encore jamais vu, nous ne le connaissions pas non plus. Vous vous appelez Gérard Zeitenberg, vous êtes né à Leutzen et vous avez tel âge, et vous exercez tel métier. Évidemment, nous étions sans voix. Comment pouvait-il savoir tout cela, n'est-ce pas ? Pendant que nous nous entretenions ainsi, d'autres passants sont arrivés. Il y en avait environ 10 ou 20 à la fin. Ils ont alors fait un grand demi-cercle autour de lui et il se tenait debout là au milieu, mais il continuait à parler avec nous, mon mari et moi. Et alors il m'a dit, dans votre sac vous avez une lettre, prenez-la un peu en main. J'ai pris la lettre, encore non ouverte, dans la main, ma main fermée, puis il a dit, dans la lettre il est écrit... Et là, il a lu les premières phrases. Donc, si Baudot, je m'en souviens encore aujourd'hui, si tu attends que Baudot t'écrive, tu peux attendre encore longtemps. Il a donc lu textuellement 2 phrases, alors que j'avais la lettre non ouverte dans ma main fermée. Et puis il a dit, cela devient trop intime, là je préfère m'arrêter. Comment peut-on lire une lettre non ouverte tenue dans une main fermée ? Ce qu'il avait dit était donc absolument déconcertant. Puis une nuit, il m'a soudain raconté tout ce qu'il ferait un jour. Que des milliers de personnes viendraient à lui, qu'il guérirait, que des scientifiques viendraient. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Alors je suis parti en courant et j'ai fait des sauts de cabri, comme on disait jadis. Et je n'arrêtais pas de répéter « Je suis guéri, n'est-ce pas ?»
Là, j'ai essayé d'étendre mon bras, qui était comme cela depuis des années, et il s'est étendu. Alors je n'ai pu que crier « Je peux le bouger, je peux le bouger !» Alors il a répété en tendant les mains « Levez-vous, vous les paralysés, vous pouvez marcher !» Et alors ils se sont levés. J'étais décontenancée en voyant cela. Je n'étais pas la seule à pleurer, les autres aussi. Quand vous avez vu les gens se lever lorsque Gröning leur a parlé, ou seulement du fait de sa présence, et quand il a dit « Maintenant, levez-vous » et que les gens se sont levés, ou bien quand des gens qui marchaient avec des béquilles les ont jetés et se sont mis à marcher, alors vous ne pouviez plus considérer un tel homme comme un charlatan. Pour le remercier, je lui apportais de la nourriture. Tous les jours, il recevait du courrier par sac entier. Ils étaient posés devant son entrée et je déposais la nourriture à côté, du café, du beurre, du saucisson, etc. Kaffee und Butter und Wurst und so weiter. In Rosenheim mit dem Zug angekommen. Arrivé à Rosenheim en train, nous descendons. Je ne savais même pas où se trouvait Gröning, ni le Traberhof dont il était question. Je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. Je ne savais pas non plus si Gröning était là. Et en sortant de la gare, nous voyons beaucoup de gens avec des cannes ou des béquilles prendre tous la même direction. Alors j'ai dit à mon camarade, « Dis donc, c'est par là que nous devons aller, nous aussi. » Zum Kameraden gesagt, habe gesagt, du, da müssen wir auch hingehen. Wenn man auf dem Balkon stand, dann sah man nur Menschen. Du balcon, on ne voyait que des gens. Ça grouillait de gens. Inimaginable, cette foule. Il était même difficile d'arriver jusqu'à la maison. Gröning est sorti sur le balcon et s'est appuyé sur la balustrade, bien calé sur ses deux bras fort écartés. Je n'oublierai jamais cette image. Nous étions vraiment silencieux. On aurait entendu une épingle tomber malgré la foule. C'était inimaginable. Quand il était sur le balcon, j'avais l'impression qu'il était conscient de sa mission. C'est cela qui lui conférait sa force et son rayonnement. Il avait déjà dit beaucoup de choses, mais pour moi le plus important était ceci. Il vous faut croire en Dieu et à moi vous devriez faire confiance. J'ai vu les personnes en fauteuil roulant. Elles étaient assez nombreuses, je ne sais plus combien, et elles ont effectivement répondu à l'exhortation de Gröning. Elles se sont levées de leur fauteuil roulant et elles l'ont poussé elles-mêmes. Ça, je l'ai vu. Nous étions alors chargés par un journal de Rosenheim de faire un rapport tout à fait neutre sur M. Gröning et aussi d'observer tout simplement ce qui se passait au Traberhof. Et le deuxième jour, on a soudain reçu l'ordre de faire un rapport plutôt sceptique, voire même négatif. Skeptischer, respektive sogar negativ zu berichten. Das Gros der Ärzte war natürlich nicht glücklich. La plupart des médecins n'étaient pas heureux naturellement à la pensée, si l'on peut dire, qu'il y ait maintenant quelqu'un qui n'ait qu'à regarder une personne et dire « tu es guéri ». Ils ont dit alors « ou il est fou, ou c'est un menteur ». Mais il n'était ni fou, ni menteur. C'était à Wangerooge. Un jour, j'ai vu arriver un instituteur qui marchait difficilement à l'aide d'une canne. Il est allé trouver Gröning. Gröning lui a dit quelque chose et a pris sa canne. Et puis, ce qui m'a justement étonné à l'époque, c'est qu'il a étendu son bras, le droit, et qu'il a brisé la canne sur son bras. Puis il a dit à l'instituteur « Vous n'en aurez plus besoin ». Puis il a simplement passé ses mains sur moi et il a dit à ma mère « Rentrez tranquillement chez vous. Votre enfant est en bonne santé, mais demandez à votre médecin de vérifier dans 15 jours. » Et nous sommes rentrés à la maison. Pour la première fois, j'ai dormi toute la nuit d'une seule traite. Et j'aurais bien encore dormi toute l'après-midi, sans bouger mes bras, sans les gratter. Eh bien,
15 jours plus tard, ma mère m'a emmenée chez le docteur et il a pu le confirmer. Ça avait vraiment disparu. Le lendemain, cet instituteur est reparti par le même train. Je crois qu'il allait à Aurich, je ne sais pas. Soudain, je l'ai aperçu 2 wagons plus loin. Je me suis naturellement dirigé vers lui, en lui disant, tout content, « Comment allez-vous maintenant ?»« Très bien, dit-il, tout est parti. » Il marchait à merveille et n'avait plus mal au dos. Tout était merveilleux. Anderen Tag kam der Arzt wieder, kam ja jeden Tag und die Krankenschwester. Le lendemain, le médecin est revenu. Il venait tous les jours avec l'infirmière et ils observaient. Le médecin a défait le lit et s'est assis. « Madame Grafaren, que la maladie s'arrête comme ça d'un coup, je n'ai encore jamais vu ça. » C'est à peu près ce qu'il a dit. Das habe ich noch nicht mitgemacht. In etwa. Ja, und so waren wir überglücklich. On nageait dans le bonheur. Et ma mère a encore vécu 20 ans en bonne santé. Hat noch 20 Jahre gesund gelebt. Il ne possédait pas du tout d'argent. Il employait souvent l'expression « l'argent, c'est le diable ». Il avait une attitude défavorable vis-à-vis de l'argent et il nous était à nous aussi strictement interdit d'accepter de l'argent, même pas pour lui. Ce qu'on lui imputait, le fait qu'il n'aurait pas dédaigné les honoraires, c'était aller trop loin à mon avis, car jamais il n'a pris d'argent. C'était plutôt son entourage qui y veillait. C'est bien dommage de l'avoir accusé de certaines choses qui ne correspondaient pas du tout aux faits. Il était lui-même très modeste et se contentait de peu. Et là, j'ai fait une expérience intéressante. Il nous a tout à coup montré combien d'argent il avait. Il a un peu fouillé comme ça. Et alors, il a posé 37 pfennig sur la table. C'était tout son bien. Je ne l'ai jamais vu non plus accepter de l'argent. Dass je ein Geld angenommen hat. Jetzt legten verschiedene überall Geld hin. Certains déposaient de l'argent partout et à plusieurs reprises, il a demandé « Reprenez cet argent », mais ils ne l'ont pas repris. Alors M. Gröning a ramassé l'argent et l'a mis dans la poche d'une femme. Comme on l'a appris plus tard, il s'agissait d'une veuve de guerre très pauvre. Et elle ne pouvait vraiment pas comprendre qu'une telle chose puisse encore arriver. Gröning das Geld gegeben hat. Und die konnte sich ja nicht mehr fassen, dass sowas noch gibt. Es war an ihm aber alles einfach, verstehen Sie? Chez lui, tout était simple, vous comprenez? C'est ce qui faisait sa grandeur. Sa simplicité faisait aussi sa grandeur. Qu'il en ait été conscient ou pas, il était comme ça, tout simple. C'était ce qui était beau chez lui. Il ne s'est jamais vanté, non, ça je ne l'ai pas entendu. Nein, habe ich nicht gehört. Herr Gröning Monsieur Gröning faisait de nouveau l'objet d'un acte d'accusation et désirait que mon mari le lise. À l'époque, mon mari était juge au tribunal de Bad Kissingen. Il lui a remis l'acte d'accusation en disant « Je ne suis ni thérapeute ni autre chose. Je ne donne pas de médicaments et je ne demande pas d'argent. » Mon mari l'a lu et lui a dit « Je ne comprends pas de quoi on vous accuse. » En tant que profane, on avait l'impression que Gröning devait être condamné à tout prix. Gröning eben verurteilt werden sollte. Wie ich ihn erlebt habe im Justizpalast, vollkommen ruhig. Quelle impression il m'a faite au palais de justice. Il était parfaitement calme. Il avait bien raison. Il n'avait rien fait de mal. Et cette sérénité que je lui sentais, je suis allée vers lui et il a simplement dit, il voulait me tranquilliser, ce n'est pas si alarmant que ça en a l'air. wollte mich beruhigen. Il était tellement indigné. Puis il a dit avec une grande tristesse, « Quand un homme sur cette terre fait le bien, il est puni.
Ici, c'est comme ça. Lorsque Bruno Gröning s'est rendu pour la dernière fois à Klagenfurt, j'ai eu l'opportunité et la chance d'être assise à côté de lui. Soudain, il a dit, en se recroquevillant un peu comme cela, il a dit ceci. « Ah Maria, j'ai tellement mal. » Et moi j'ai dit « Mon Dieu, mais pourquoi ?» Alors il a répondu « Non, c'est passé, c'est déjà passé. » Mais il avait encore très mauvaise mine et il était très soucieux et triste. hat noch sehr schlecht ausgeschaut dabei und war sehr ernst und traurig. Il a dit « Les gens me serrent la gorge parce qu'on ne m'autorise plus à guérir. » Et juste avant sa mort, il a encore dit qu'il brûlait intérieurement parce qu'il n'avait plus le droit de guérir. Gesagt, verbrennt innerlich. Die Menschen wissen gar nicht. Il a dit littéralement « Les gens ne réalisent pas du tout à quel point ils me font du tort, ni quelle grâce ils ont de m'avoir, mais bientôt ils ne m'auront plus. » Jetzt haben sie mich bald nicht mehr. Und dann sagt das wichtige Wort. Ensuite, il a prononcé une parole importante. Tous les hommes doivent mourir. Moi aussi, je vais mourir. On mettra mon corps en terre, mais je ne serai pas mort. Et pour celui qui m'appellera, je viendrai et je continuerai à aider. Et quand le moment sera venu, chacun pourra acquérir l'aide et la guérison par lui-même. Jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen. La cour dans laquelle se trouvait un jardin déjà tout piétiné était pleine de malades, de paralytiques, d'infirmes, etc. Et tout à coup, il y eut des cris. C'étaient des gens qui se levaient et marchaient. C'était au moment même, nous l'avons reconstitué plus tard, où ils guérissaient à Velvert. Là-bas aussi, des guérisons avaient commencé. Cela dura 2 heures et il revint. Je dois dire que j'avais les larmes aux yeux, tellement c'était émouvant pour moi. Il me regarda. « Eh bien, vous êtes là ? Eh bien, qu'est-ce que j'avais dit ?» Die vielen Menschenansammlungen auf dem Wilhelmsplatz habe ich erlebt. Ich habe erlebt. J'ai vécu les nombreux rassemblements sur la place Wilhelm. J'ai vécu quelque chose qui ne pouvait être expliqué par la raison. Tout d'abord, c'était impressionnant pour moi de voir le calme qui régnait entre tous les gens rassemblés. Quand il apparaissait au balcon, il y avait alors un calme particulier, dont je dirais même qu'il s'agissait d'une paix, mais où l'on sentait cependant une très grande tension. Quand vous voyez alors des personnes qui, manifestement, ne pouvaient pas marcher, tout à coup se lever et se déplacer, jeter leurs béquilles, alors, cela, j'ai pu le voir chez lui. Cela ne faisait aucun doute. J'ai pu le voir. Il se produisait là des choses qu'on ne pouvait expliquer, mais que l'on ne pouvait constater, et qui différaient totalement des méthodes de traitement habituelles. Sous la pression du corps médical, les autorités intervinrent et interdirent à Bruno Gröning de guérir. Il dut quitter Erfurt. Sur la demande du journal Revue, le professeur Fischer, médecin et psychologue à Marburg, offrit à Bruno Gröning, au mois de juin 1949, de vérifier scientifiquement sa méthode de guérison et de lui frayer ainsi le passage pour qu'il puisse agir librement. Bruno Gröning accepta la proposition et, à la fin juillet, un examen scientifique du phénomène Gröning eut lieu à Heidelberg en collaboration avec la clinique universitaire. Le résultat fut très déconcertant pour les scientifiques,
car même sous les yeux critiques des médecins, des guérisons étonnantes eurent lieu. En septembre 1949, tout le monde parlait du Traberhof de Rosenheim. C'est là qu'affluaient des milliers et des milliers de personnes qui voyaient en Bruno Gröning leur dernier espoir. C'était un immense témoignage de la souffrance de cette époque, mais aussi une preuve bouleversante de l'incapacité de la science à maîtriser la misère et la maladie. La pensée matérialiste avait conduit à l'abîme. Les événements du Traberhof indiquaient le début d'une ère nouvelle, où l'homme allait retrouver le chemin de Dieu et reconnaître qu'il ne peut rien sans lui. Ici, il y avait une puissance supérieure à l'œuvre, puissance qui devait rester fermée à l'intellect et à la raison. Bruno Gröning, qui se tenait simplement sur le balcon, il parlait à la foule, et l'inconcevable avait lieu. Des paralysés jetaient leurs béquilles et marchaient à nouveau, des aveugles recouvraient la vue. C'est alors que j'entendis en premier une femme. Elle cria tout à coup « Monsieur Gröning, merci beaucoup !» Et alors elle prit sa canne et la jeta dans la foule. « Je remarche !» Et tout près de moi, voici un homme, et je ne sais pas, il voulait sans doute partir, et tout à coup, le voilà qui s'appuie d'une main et saute par-dessus la clôture à chevaux, d'une main. Il avait environ 50 ans, et il a sauté par-dessus la clôture. Alors je lui ai dit, « Eh bien, mais vous n'avez rien à faire ici, vous êtes au mauvais endroit, que voulez-vous donc ici ?» Alors il se mit à rire, revint sur ses pas, regarda dans son portefeuille et me dit, « Regardez un peu, c'était un vendredi que j'étais là, je suis venu ici dimanche dernier. Dimanche dernier, j'étais encore invalide à 100%, et j'avais 2 béquilles. Alors il m'a montré sa carte invalide de guerre à 100%, et il m'a dit, « Depuis ce jour-là, je marche. » Et 4 ou 5 jours après, il avait déjà sauté par-dessus une barrière tellement haute. Elle devait bien faire 1 mètre, car nous étions dans un haras, et il a sauté par-dessus d'une seule main. Und wissen Sie, wie ich denn da ankam und aufstieg? Also da habe ich gedacht, also sowas gibt's nicht. Warum? Also da waren Menschen. Quand je suis arrivée là et que je suis descendue, eh bien j'ai pensé non, ce n'est pas possible, car dehors devant ce Traberhof, il y avait une multitude de gens. Je dirais même qu'ils étaient des milliers et des milliers de gens, dans des fauteuils roulants. Il y avait des paralysés, des enfants qui avaient des éruptions cutanées et qui pleuraient. Et il est vrai que pour moi c'était très éprouvant psychiquement. Peut-on parler d'une horde de miséreux? Oui, et tous ces gens, ils se pressaient contre les grandes vitres de ce Traberhof où nous étions. C'était une grande salle avec des vitres tout autour, donc je suis quand même arrivée à entrer, mais dans une bousculade. Et devant, il y avait une scène où se trouvaient des gens en fauteuil roulant, des paralysés assis sur des chaises, des aveugles. Et en fait, j'étais assise là, M. Gröning avait fait faire des rangées afin qu'ils puissent se déplacer partout. Il voulait faire une guérison de masse. Et avant, il y a eu ces guérisons individuelles. Et j'ai vu de mes yeux ces personnes, il y en avait sûrement 3, se lever de leur fauteuil roulant et marcher. Cela, je l'ai vu. Il y avait jusqu'à 30 000 personnes par jour qui venaient pour guérir. Il y eut des guérisons à distance et des guérisons de masse. Et de nombreuses personnes retrouvèrent la foi en Dieu par l'intermédiaire de Bruno Gröning. Après la période du Traberhof, Bruno Gröning se retira dans les montagnes bavaroises pour examiner quelques propositions de création de ce que l'on appelait des centres de guérison. Bien que beaucoup de propositions de la sorte lui aient été adressées, leur réalisation n'eut jamais lieu. Quelques spécialistes des affaires, voulant soi-disant aider, mais uniquement intéressés par l'argent à gagner avec le phénomène Gröning, avaient réussi à faire échouer ce projet. En même temps, lui cherchait toujours de nouveaux moyens de pouvoir œuvrer de façon légale et reconnue par l'autorité. Les associations les plus diverses furent créées pour qu'il puisse agir librement. Cependant, elles n'avaient que l'effet contraire, les dirigeants de ces associations ne travaillant point dans son esprit. Ceux qui ne pensaient qu'à s'enrichir se révélèrent être ses pires ennemis. Ils mettaient tout en œuvre pour détruire la confiance que les personnes qui cherchaient secours plaçaient en Bruno Gröning, en diffusant des mensonges et des calomnies.
et pourtant ils ne purent empêcher que de grandes guérisons continuent de se produire. Le fait le plus marquant, c'était un homme qu'on avait transporté à l'intérieur. Il ne pouvait pas marcher. On le coucha au fond de la salle et Bruno Gröning commença alors son exposé. Et quelqu'un dit tout à coup, « Monsieur Gröning, là derrière, il y a encore quelqu'un de couché. » Et à vrai dire, il ne réagit absolument pas. Il fit seulement une petite remarque en passant, « Je n'oublie personne. » Et il continua son exposé. Et lorsque la conférence fut terminée, cet homme se leva soudain, il pouvait marcher. Il se dirigea vers le comptoir et prit un alcool. C'était quelque chose de tellement incompréhensible qu'un homme qui ne pouvait pas marcher, qu'on avait dû porter, puis alors, quelques heures plus tard, se lever et s'en aller. An das Gute. Glauben Sie an das Göttliche. Glauben Sie an Gott. Schenken Sie Ihren Körper wirkliche Beachtung. Lösen Sie sich von allem Bösen. Nehmen Sie die gute göttliche Kraft in sich auf. So werden Sie nicht was, sondern das wahrnehmen, dass das Böse aus Ihrem Körper schwindet. Liebe das Leben, Gott. Gott ist überall. Geld ist Macht. Gesundheit ist Allmacht.